Bon, ben voilà, donc on va démarrer ce webinaire avec Jean-Charles Debelly, qui est le directeur général des services de Mademoiselle, sur un thème intéressant où on va un petit peu faire le pas de côté par rapport aux pratiques habituelles, concertation, participation, et voir comment, Jean-Charles, tu as ouvert la pratique projet. Ta pratique projet, à la collaboration des habitants, des acteurs du territoire de ta Comcom, et comment tu situes ça comme contributif de la préparation de la décision publique. Alors avant ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à cette fonction de DG d'une Comcom, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ta représentation de ce type de fonction? Bah, écoute, je pense que c'est comme Obélix, hein. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et en fait, mon grand-père a été maire 5 mandats de la commune dont je suis originaire. Donc, on a été très, très vite, d'ailleurs, mes cousins, enfin, tous pris un peu dans ce service. Alors, c'est pas le service public puisqu'il était élu, mais on était vraiment baignés là-dedans, moi, dès mon plus jeune âge. Donc c'était comme une évidence de vouloir travailler dans le service public. Alors pourquoi local? Ça c'est peut-être plus un hasard. Mais en tout cas dans le service public. Et donc voilà, j'ai fait des études d'histoire. Ensuite j'ai fait des études en administration économique et sociale. Et voilà, j'ai trouvé un poste et à l'âge de 25 ans, je crois que j'étais déjà DGS. J'étais sur une opportunité, une chance, hein, c'est toujours un coup de chance. La vie, un peu le destin parfois vous aide, hein. Et voilà, donc je suis directeur général des services de Mademoiselle. Avant ça, j'ai été directeur général des services d'une toute petite communauté de communes. Il y avait une dizaine d'agents, 25 communes. On a fusionné une première fois de manière volontaire avant la loi RCT, hein, de 2010, avec une autre communauté de communes pour former la communauté de communes du Chardon-Lorrain. Là, on avait 10 000 habitants. Et on a refusionné en 2017 avec une communauté de communes mosellane. Là, on a un peu transgressé les frontières départementales, puisque moi, jusque-là, ma communauté de communes était située en Meurthe-et-Moselle. Et on a fusionné donc avec une communauté de communes du 57, de 10 000 habitants. Donc on est passé à 20 000 habitants depuis 2017 pour 48 communes. Et aujourd'hui, on a à peu près 150 agents au sein de la collectivité. Donc moi, j'ai pas beaucoup bougé, mais c'est plutôt la collectivité qui a bougé autour de moi. Donc j'ai connu 3 employeurs, donc c'est une mobilité d'employeurs, mais physiquement, je n'ai pas forcément bougé, mais la collectivité a énormément évolué tout au long de ces 20 années d'expérience. Ces 20 années d'expérience. Alors, on va y revenir. Quel message tu aurais déjà à donner sur le bonheur, finalement, ou l'intérêt d'être DG d'une Comcom qui n'est pas une métropole, qui est à taille humaine? Voilà, qu'est-ce Alors, qu'elle. moi, je trouve que le bonheur, c'est d'être voilà, dans une collectivité à taille humaine, tu l'as dit, et je trouve que c'est important d'avoir accompagné son évolution, puisque je viens de vous la retracer. Donc, 2 fusions volontaires. Et ça, j'insiste. Donc, on est préparé en amont par anticipation des lois et même on a fusionné, même si on n'était pas obligé de le faire, on n'était pas contraint par la loi. Mais en tout cas, c'était un choix. Et j'ai participé, bien sûr, auprès de mes élus à construire ce choix. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, collectivité à taille humaine, suivre son évolution. Et je trouve, franchement, je pense que le but, au départ, moi, de ma vocation, c'était de monter des projets qui allaient contribuer à l'amélioration du bien-être de mes concitoyens. Donc ça, je pense que c'était quelque chose d'important, d'être au début, à la fin du projet. Et là, en passant directeur général des services, c'est vraiment de manager une équipe autour de la mise en œuvre d'un projet politique auprès des élus. Alors, c'est pas que la mise en œuvre, hein, parce que je pense que moi, ce que j'aime dans ma fonction de DG, c'est surtout être force de proposition auprès des élus pour les éclairer dans leurs décisions. Je ne suis pas qu'un exécutant. Et ça, j'y tiens très fortement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de bonheur. Et qui plus est, parce que dans une petite collectivité comme elle, il n'y a pas de politique au sens politicien du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de majorité, pas d'opposition, on n'a pas de ville-centre qui domine. Donc, c'est vraiment quelque chose de très équilibré. Et les majorités, les oppositions, elles se font sur les projets et pas sur les postures politiciennes entre une majorité et une opposition. Mon président a été élu en 2020 à l'unanimité. Hein, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et ça donne un confort, hein, pour le DG que je suis, pour m'éclater dans mes différentes missions
dans les missions que je peux accomplir tous les jours. Bah super, donc ça donne déjà un élément important sur le fait d'une collectivité à taille humaine et sur la représentation qu'on peut en avoir pour tous ceux qui se poseraient la question de où et à quelle échelle aller contribuer. Alors aujourd'hui, donc, tu parlais de l'intérêt que tu avais et même de la manière dont tu situais ton rôle de DG, à la fois force de proposition, éclairer la décision publique. On va parler d'une expérience que tu as conduite pour éclairer de manière un peu différente la décision publique et justement incarner cette posture du DG et des cadres territoriaux que tu coordonnes. Et pour ça, on va avoir avec toi, on les a un petit peu extraites du public, deux jeunes compétences, à la fois Manon qui a déjà une fonction jeune, mais a déjà une fonction de consultante. Hein. Elle se définit comme agitatrice des transitions et donc voilà, accompagne des territoires, des collectivités sur ces questions des transitions et sur cette mobilisation de l'intelligence collective. Et puis on a Léa qui est chargée de mission territoriale dans une Comcom qui n'est pas si éloignée de la tienne, c'est la communauté de l'Aire d'Argonne. Voilà. On passe en Meuse, hein, mais je sais que toi, tu es très interdépartemental, et qui a des problématiques sur lesquelles ce que tu apportes peut aussi éclairer sa mission, puisque elle est en charge voilà, de réfléchir aux questions du déploiement numérique au service de l'émergence d'un certain nombre de projets, en tout cas de l'attractivité et du développement du territoire. Voilà, on a fait ressortir ces jeunes compétences parce que ça permet d'avoir à la fois un éclairage incarné dans leurs préoccupations quotidiennes, mais aussi d'avoir le regard neuf de jeunes praticiennes. Et puis on a aussi, Corentin peut nous le repréciser, la possibilité que le public qui est en live puisse intervenir via Outclap. Corentin, peut nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Donc, pour le public, ils peuvent également participer à ce webinaire grâce notamment à cette application Wooclap. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de soit prendre un smartphone et scanner avec l'appareil photo le QR code. Donc, je le fais en direct avec vous. Ou alors, vous pouvez rentrer l'adresse internet du site dessus également. Donc, ça se fait très vite. En même pas 30 secondes, c'est fait. Et pour voir si ça fonctionne chez vous, on va commencer par un petit test et voir si, est-ce que vous voyez sur vos écrans de smartphone la question qu'on vous pose. La question qui est test, vous êtes-vous déjà rendu sur le territoire de Mademoiselle? Dans ce cas-là, si oui, vous répondez oui, sinon vous répondez non. Il suffit juste de cliquer et de valider votre réponse et elle s'affiche. Donc on voit qu'une majorité de personnes pour l'instant ne s'est pas encore rendue sur ce territoire. Bah alors. Mais on compte sur vous, Jean-Charles, pour nous en dire. Leur donner envie, d'avoir envie de venir. Ouais. Je vais vous mettre Johnny si vous voulez. Ah, c'est bien, c'est bien, fais-nous Johnny un petit peu, ah, oui. C'est super. Ok, et grâce également à Wooclap, durant tout le webinaire, les participants pourront noter leur étonnement, leurs questions, grâce à la page rapport d'étonnement qui s'affiche ici maintenant sur votre téléphone. Toutes vos questions seront notées, on pourra les récolter et en faire part durant tout le webinaire. D'accord, ok, bon c'est fait, moi j'ai vu, ça marche sur mon téléphone, donc on va pouvoir avancer. Donc, bah oui, pour ceux qui ne situeraient pas où est Mademoiselle, on va peut-être le situer sur une carte, Jean-Charles. Alors, voilà, hein, on est voilà, dans cet espace. Alors, tu situes ta Comcom comme aussi originale parce qu'elle est interdépartementale. Ah oui, tout à fait, oui. C'est dommage que vous fassiez apparaître si fortement la frontière départementale. Nous sommes une communauté commune disruptive avec 10 000 habitants sur la partie 57 et 10 000 habitants sur la partie 54. Et la frontière départementale n'est pas anodine parce qu'elle est quand même issue du traité de Francfort, hein, qui a quand même marqué les esprits dont nous avons fêté l'année dernière les 150 ans et les 150 ans cette année de la création du département de Meurthe-et-Moselle. Donc nous, on a un rapport à la frontière aussi qui est très particulier
Et c'est vrai que d'avoir fait ce pont entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, c'était un combat. Je peux vous dire que c'était un combat. Oui, oui. Et puis alors, effectivement, la frontière est souvent vue comme une séparation. Et si je fais référence à mes collègues du Lothaire à Metz, pour eux, c'est aussi un lien. Donc, ils proposent de regarder la frontière comme un lien. J'imagine que c'est aussi comme ça que tu l'as traité. Tout à fait, tout à fait. Ok, super. Voilà, donc tu nous as parlé de la Comcom. Alors, tu as commencé à nous évoquer tout à l'heure le processus de création de la Comcom que tu as accompagné toi-même. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Vous en êtes où actuellement dans cette Comcom? Quel est son état? Si on parle un petit peu du fait territorial, on en est où là sur cette dynamique territoriale? Le fait d'être une communauté de communes issue d'une fusion volontaire, c'est-à-dire qu'on est, alors ça veut dire que déjà il y avait un élan, il y avait une envie de se marier. Donc ça compte dans la dynamique qui a suivi. Moi, je connais beaucoup de collègues qui sont sur du DGS, de communautés de communes qui ont fusionné de manière euh, où ça a été forcé dans le cadre de la loi Notré. Voilà, nous, c'était vraiment une démarche volontaire. Alors après, voilà, c'est très compliqué d'être sur un territoire interdépartemental parce que nous sommes sur 2 départements, à la fois conseil départemental. Donc on voit il y a une immense différence entre le fonctionnement du conseil départemental de Moselle et le conseil départemental de Moselle. Et on est aussi quelque part sur 2 États, parce qu'on a la préfecture de Meurthe-et-Moselle, on a la préfecture de Moselle. Je peux vous dire que parfois on a l'impression de ne pas être dans un État unitaire. C'est-à-dire qu'on a des services préfectoraux qui ont des interprétations différentes, et la déconcentration, à mon avis, parfois n'est pas le garant de l'unité de la République. Parfois, je peux vous dire qu'on a l'impression d'avoir 2 États différents en face de nous. Et ça, c'est très, très compliqué dans la gestion du quotidien, parce qu'on a beaucoup plus de réunions, ça démultiplie le nombre d'interlocuteurs, mais on l'a choisi, donc je ne me plains pas. On a choisi la complexité, on le savait, donc on n'est pas surpris non plus. Après, moi, je pensais que ça allait s'estomper avec le temps, puisqu'on a quand même, on s'est marié en 2017, vraiment au forceps qu'on s'est marié. On avait tous les grands élus notamment Mosellan, qui était plutôt contre notre fusion, malheureusement. Et je pensais qu'avec le temps, ça allait un peu rentrer dans les mœurs, qu'on allait, l'État, la préfecture 57, allait parler avec la préfecture 54 quand il y avait un problème ou une problématique qui nous concernait, qu'il y avait des concertations préalables et qu'on allait avoir qu'un seul interlocuteur, ce qui n'est pas franchement le cas. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même c'est pour ça quand on voit le projet de 3DS et l'aspect de différenciation dont on nous rabat les oreilles au niveau du gouvernement, moi je peux vous dire qu'il y a un travail énorme à faire au niveau des services déconcentrés pour former les agents à accepter que des périmètres ne soient pas dans des périmètres traditionnels, ancestraux, qui ont 200 ans. Et c'est vrai que c'est compliqué. Néanmoins, de cette difficulté, c'est à nous des liens, parce que face à la difficulté, généralement, on serre les rangs et on essaye de parler d'une seule voix pour ne pas ajouter de la complexité à la complexité. Donc, quelque part, de cette complexité, on s'en amuse et ça renforce aussi le fait intercommunal. Après, en 5 ans, vous avez quand même une culture qui est quand même différente en Moselle de l'intercommunalité, qui est différente de la culture meurthe-et-mosellane, puisqu'en Meurthe-et-Moselle, on avait historiquement un département qui avait encouragé l'intercommunalité, avec Michel Dinet, qui était à l'époque président du département de Meurthe-et-Moselle, qui était président de son EPCI à l'époque, et qui était passé président du département, donc qui avait une très forte politique départementale en faveur de la structuration intercommunale. Et en Moselle, c'est venu beaucoup plus tard, puisqu'on a un département très puissant, qui avait beaucoup de moyens et qui arrivait, entre guillemets, à donner beaucoup de subventions à ces communes qui ne voyaient pas forcément l'utilité de l'intercommunalité et qui n'étaient pas encouragées politiquement sur celle. Donc on a 2 cultures de l'intercommunalité qui sont différentes et c'est assez intéressant. Nous on a vraiment une intercommunalité très en Meurthe-et-Moselle, parce que moi je viens de la Meurthe-et-Moselle, qui est très intégrée, où on a mutualisé on avait transféré beaucoup de compétences, on a mutualisé beaucoup de moyens, où on avait une intercommunalité en Moselle qui laissait beaucoup de place aux communes, qui étaient beaucoup plus petites. Il y avait 9
communes. Nous, on était 39. Donc c'était quand même une différence pour le même nombre d'habitants. Et là, on avait plutôt une intercommunalité sur des petits projets où qui redistribuaient beaucoup de la manne financière qu'ils avaient pu. Voilà, donc on avait vraiment deux cultures différentes. Et aujourd'hui, voilà, on y arrive petit à petit. L'oiseau fait son nid et on arrive petit à petit à gommer la frontière entre les deux anciens EPCI. Mais c'est pas évident parce que voilà, il y a deux cultures différentes. Mais voilà, on arrive progressivement à ne faire qu'un. Le fait que le président soit élu à l'unanimité, hein, c'était quand même un signe extrêmement fort d'intégration. Et c'était un signe très très positif. Mais après, il y a encore du chemin à faire pour renforcer le ciment de nos 48 communes. Il y a encore du chemin et c'est la suite. Donc c'est d'où aussi le projet dont on va parler aujourd'hui, qui pour nous doit être un ciment des 48 briques de notre maison commune, qui est la communauté de communes de Mademoiselle. D'accord. Alors voilà, on a planté le décor, on voit les briques, on voit la complexité, en quoi la complexité extérieure finalement est déjà un élément de liant interne. Et en même temps, ce que tu viens de situer, c'est qu'il y a encore un petit boulot à faire. En tout cas, tu te donnes ce petit boulot de renforcer cette construction. Alors, reprécise. je veux simplement compléter, c'est que sur la partie 57, donc nord de notre... Moi, je n'aime pas dire partie 57, mais c'est pour vous situer géographiquement. Au nord de mon territoire, on touche la métropole de Metz. Hein. Nous, on est territoire riverain de la métropole de Metz, donc on a 8, on peut remettre la carte, Corentin, pour voir. Voilà, 9 communes, 10 000 habitants, donc on a une densité forte d'habitants. On va dire que c'est la zone périurbaine de la métropole de Metz. Sur la partie 54, on a 39 communes pour 10 000 habitants, avec une densité de population beaucoup moins élevée. Et donc là, on est plutôt un territoire à caractère à dominante rurale. Donc là, on a un mariage entre un territoire qui est très rural, avec un territoire périurbain au port de la métropole de Metz. Mais ça, pour nous, c'est une chance. Et ce qui nous lie, et je termine là-dessus, c'est que 45, je crois, de mes communes, ou 44 ou 45, je ne sais plus exactement, sont dans le parc naturel régional de Lorraine. Ça, c'est aussi un liant fort dans notre fusion et pas dans l'identité, moi j'aime pas dire identité intercommunale parce que je trouve que ça n'a pas de sens, mais dans le territoire de vie, en tout cas qu'on essaye qu'on contribue à construire depuis 5 ans. Ok. Voilà. Alors déjà, tu nous fais un peu de marketing territorial au passage, qui est sympathique. Voilà. Il y a des choses qui résonnent tout à fait sympathiquement si on regarde un peu les publics, les jeunes publics, les publics créatifs, les créateurs, etc. Mais bon, aujourd'hui, le sujet, c'est que tu nous éclaires. Au passage, je précise à Léa et Manon qu'elles lavent la main quand elles sentiront avoir une question pour interagir avec toi. Revenons sur justement à cet état d'imbrication du fait territorial et de cette volonté que tu as souhaité de saisir cette démarche de planification, PLUI, PADD, etc., pour finalement aller un peu plus loin, et en quoi tu as parié sur cette idée que l'association directe des habitants et des acteurs du territoire par la Comcom pouvait être un ingrédient intéressant. Alors, raconte-nous un peu comment t'en es venu à ça, parce que quand on parle d'outils de planification, on a les agences d'urbain qui ont des processus bien opérationnels, bien huilés, bien rodés. Bon, pour les Comcom, finalement, il n'y a plus qu'à se glisser dedans. Qu'est-ce qui t'a fait faire un pas de côté par rapport à ces pratiques ? On est parti du con. Alors, un élément fort chez nous pour créer ce ciment entre nos 48 briques, pour rendre notre communauté de communes, je ne vais pas dire indestructible parce que rien n'est permanent, mais pour renforcer la cohésion de ces 48 communes, on a pris la compétence PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on a pris le droit commun. C'est-à-dire on ne s'est pas saisi des procédures après les élections. Bon, bref, il y a eu différentes lois. Nous, on a proposé aux communes de la prendre, cette compétence, qu'elles nous la transfèrent dans le cadre du droit commun. Donc ça, c'était quelque chose d'élément important, d'extrêmement important, d'avoir un document d'aménagement de l'espace, d'urbanisme à l'échelle des 48 communes. Pour nous, ça nous semblait extrêmement important pour solidifier notre construction de cette maison, de cet espace de vie commun, au moins, et de ce destin commun dont on veut, que l'on veut construire. Et en fait, donc il y a eu ce PLUI. Et dans le PLUI, vous avez la phase
PADD, hein, le plan d'aménagement et développement durable. C'est le projet politique de la collectivité qui va se traduire spatialement ensuite dans le PLUI, dans les différents règlements et dans les autres parties de ce document d'urbanisme. Donc nous, on était parti de l'idée de dire le PLUI, c'est une procédure extrêmement réglementée, puisque ça règle, ça organise, c'est le droit des sols, hein, où on a le droit de construire, pas construire, les espaces protégés, etc. Donc c'est quand même extrêmement important. Et on s'est dit, pourquoi ça peut paraître usine à gaz, ça peut paraître extrêmement technocratique, il y a énormément de procédures à respecter, et on s'est dit pourquoi pas transformer ce qui peut paraître comme une contrainte en opportunité. C'est-à-dire comment ne pas saisir de ce projet de PLUI pour en faire quelque chose de positif. De dire, voilà, on ne va pas prendre ça comme une contrainte, 48 c'est compliqué, l'espace est très grand, comment on va faire pour définir les droits à construire, etc. Donc on s'est dit, on va vraiment plutôt essayer de transformer ça en opportunité. Donc on s'est dit, les élus des 48 communes ont validé la fusion, mais il faut aussi qu'on l'assoie au niveau de nos habitants, qu'on lui donne une légitimité démocratique à cette fusion, pour pas qu'elle reste quelque chose qui s'est décidé en salle de réunion ou en chambre, comme on dit. Donc on s'est dit, voilà, le PADD, on va le faire de manière participative. On va enrichir la procédure minimum de construction du PLUI en introduisant, autant que faire se peut, où il y a un intérêt, où ça apporte un plus, dans les différentes étapes du PLUI, on va intégrer des phases participatives. En même temps, comme dirait l'autre, en même temps, nous avions bien sûr beaucoup de projets en cours au sein de la communauté de communes. Et moi, je suis assez partisan de la planification, du plan, non pas dans la version stalinienne, mais dans la version gaulliste, c'est-à-dire essayer de rassembler des politiques publiques transversales pour en faire des plans. Donc on s'est lancé dans beaucoup de plans, plan de préservation de la biodiversité, plan paysage, plan de développement des mobilités, plan de soutien et de relance de l'économie locale, le plan climat, air, énergie, le PCAET, qui est obligatoire pour les communautés de communes de plus de 20 000 habitants. Donc on s'est lancé en 2017 dans beaucoup de plans. On a construit beaucoup de plans transversaux dans différents domaines qui nous semblent clés pour l'attractivité et l'avenir de notre territoire, pour tout de suite apporter des résultats à nos acteurs locaux, à nos habitants et à nos communes. Et donc on s'est dit, bon, il y a le PLUI, il y a le PADD dans le PLUI, il y a tous nos plans, on peut y perdre son latin, et on peut penser qu'on part dans tous les sens. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une démarche commune pour montrer qu'au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle donc le fameux le projet politique de développement de la communauté de communes. Vous pourriez me dire, on aurait peut-être dû décider avant de faire la fusion. Mais vous savez mieux que quiconque, pour les collègues, que fusionner, c'est énormément de procédures administratives. Et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. C'est-à-dire que fusionner des agents, etc., ça demande du temps, fusionner les organigrammes, les organisations, les élus, les cultures. Et seulement après, quand on a commencé à se mettre en place, on peut commencer à réfléchir à ce projet de territoire. Donc on s'est dit, bon voilà, il faut qu'on définisse un projet de territoire, alors non pas dans l'acceptation qu'on avait il y a 20 ans, plutôt de dire il faut qu'on ait... on détermine les grandes orientations de notre communauté de communes sur les 5, 10, 15, 20 années qui arrivent, comment les gens voient le territoire évoluer, avec les élus bien sûr. Et donc, on s'est dit aussi, pour légitimer la communauté de communes et la renforcer par rapport aux obstacles qu'on peut encore subir aujourd'hui par certains partenaires qui ont rejeté notre fusion, en tout cas s'y étaient opposés et n'ont pas forcément changé d'avis aujourd'hui, c'est comment on renforce notre légitimité et la pertinence de notre mariage. C'est de dire il faut qu'on assoie notre projet de territoire sur une démarche participative. Parce que, je le rappelle, que l'intercommunalité, nos élus, on exerce de plus en plus de compétences, on a des budgets de plus en plus importants, on prélève de plus en plus d'impôts dans la poche des contribuables. Néanmoins, on est quand même dans un système d'élection, suffrage indirect à l'échelle communale, et ce qui pose quand même question par rapport à la responsabilité démocratique de nos élus. Donc on s'est dit, pour un peu pallier ce mode d'élection indirect, on va essayer de développer une démarche participative qu'on souhaitait innovante,
pour essayer voilà, d'y associer un maximum de personnes pour nous aider les élus, éclairer les élus ou confirmer aussi des choix qui ont été faits depuis 2017 sur les grandes orientations à suivre pour notre territoire. Je D'accord. ne sais pas si j'ai Ok. répondu. Je pense que c'est. Donc le but de la démarche, c'était apporter un chapeau à peu près à tout ce qu'on avait lancé, avec l'impression qu'on partait un peu dans tous les sens. Et ça nous était revenu par les élus, en disant qu'on ne comprend pas trop où vous allez, vous votez plein de plans, on va dans tous les sens. Et donc le but, c'était de ramener un peu un liant à tout ça. Et le liant, c'est bien sûr le projet territorial de développement durable. Moi, j'appelle ça projet territorial de développement durable. On aurait pu appeler ça Agenda 21, hein. Mais Madame Royal, quand elle était ministre, a supprimé la reconnaissance Agenda 21 par l'État, ce qui est bien dommage. Parce que il me semble que l'agenda 21, c'est vraiment un excellent outil pour définir un projet de territoire de manière participative. En tout cas, au-delà de ce millefeuille de planification, l'idée de faire projet de territoire pour donner du sens aussi au fait territorial, au-delà de sa légitimité, on voit bien que c'est quelque chose que tu as bien profilé. Alors moi, je voudrais. Attends, Oui, vas-y. un tout petit point, les projets de territoire, c'est pas nouveau, tout le monde en fait depuis 20 ans, hein. Oui. C'est venu à la fin des années 90, et à l'époque, nos financeurs nous disaient, vous n'aurez plus de financement si vous n'avez pas de projet de territoire. Donc non, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Le caractère peut-être innovant, pas forcément innovant, mais nous, c'était pas qu'on aille sur un catalogue d'actions de 50 ou 100 actions pour le mandat, c'était à la fois définir les grandes orientations du territoire. Pourquoi ne pas aller dans un catalogue d'actions comme on avait l'habitude de faire précédemment? C'est le jour où il est défini, ce catalogue d'actions, le lendemain, il est obsolète. Parce que le monde change tellement vite, les choses changent tellement vite que c'est très compliqué de définir un programme d'action sur un mandat. Moi, je trouve que les programmes politiques que présentent nos élus aux élections, moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit très critique là-dessus, parce que 6 ans, c'est une éternité. Dans le temps qui est le nôtre actuellement. Et ce qui est vrai il y a 6 ans ne l'est pas forcément 2 ans après, 3 ans après. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on sorte un peu de ces plans d'action tarte à la crème ou de ces inventaires à l'après-vert d'action. On voulait vraiment changer ça. Et en plus, nous, enfin, faut le dire clairement, nous, on est sous perfusion de l'État, de la région, des fonds européens. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas les financements extérieurs pour financer nos projets, on n'a pas la capacité financière d'être autonome, hein. On n'est surtout pas autonome financièrement. Donc en plus, les financeurs financent les projets selon leurs priorités à eux. Donc on est aussi Alors, une obligé question. de s'inscrire dans leurs priorités. Donc il faut être très modeste par rapport aux projets de territoire et aux éventuels plans d'action. Moi, je pense que c'est pour ça que nous, on a fait le choix de dire on veut simplement que nos habitants et nos élus communaux, il y a les deux, hein, et ça j'insiste, on a l'assise, notre assise principale, ça reste les communes. On est un EPCI, donc il y a aussi les 700 et quelques conseillers municipaux qui sont visés par la démarche, et on a aussi bien sûr les habitants. On est vraiment sur deux piliers, l'intercommunalité. Nos habitants à qui on rend directement des services et chez qui on prélève l'impôt, mais aussi nos communes, parce que structurellement, institutionnellement parlant, on dépend d'eux et on doit aussi leur rendre des services. Alors, il y a une question quand même qui vient là en t'écoutant, c'est que, bon, effectivement, tu l'évoques, hein, la notion de projet de territoire, ce projet de territoire qui donne du sens à tout le millefeuille de planification, c'est quelque chose effectivement qui est habituel, que tout territoire croise dans sa façon d'organiser son développement, que le fait d'aller concerter, faire de la participation, ben, voilà, géométrie variable, mais c'est quand même introduit aussi dans ces mécanismes-là, que, y compris les agences d'urbanisme ont des modalités pas mal organisées, orchestrées. Qu'est-ce que tu as souhaité de différent par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui en matière de concertation, de participation dans ces démarches? Les agences d'urbanisme, elles sont quand même extrêmement, mais c'est de leur métier, enfin, elles restent quand même sur les modalités d'élaboration du PLUI, qui c'est très précis, c'est très cadré. Bon. Et nous, ce qu'on voulait, c'est aller plus loin. Donc, ça n'a pas été évident de leur dire, au moins dans l'élaboration du diagnostic et du PADD, qui sont les deux premières étapes de la construction d'un PLUI, on veut, en même temps qu'on définit, on a associé les deux démarches projet de territoire et définition du PADD et du diagnostic, on veut fusionner, rassembler ces deux démarches pour n'en faire qu'une.
en termes de cohérence, aussi en termes pratiques. On ne va pas interroger 5 fois les gens sur les mêmes questions, puisqu'ils ont un temps limité. On sait bien que la citoyenneté, ce n'est pas quelque chose non plus aujourd'hui où les gens n'ont pas beaucoup de temps pour se consacrer à la vie de la cité. Donc il faut aussi qu'on économise la manière dont on va les interroger. Nous, sur la participation, moi je viens d'un EPCI, historiquement, et mon ancien président, hein, qui est aujourd'hui sénateur, Olivier Jacquin, a été très porté sur la participation. Donc on l'a toujours pratiqué historiquement. Moi, on a fait des jurys citoyens, avec la Fondation de France d'ailleurs, en partenariat avec la Fondation de France. On a ouvert les commissions dès le début de la communauté de communes dans laquelle j'ai été recruté. On était agenda 21 reconnu par l'État 2 fois de suite. Donc on a toujours dans l'ADN, au moins des Trois-Vallées et ensuite du Chardon-Lorrain, dans l'ADN, il y avait cette volonté de participation. Mais on s'est vite aperçu que c'était très compliqué, c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué, ça fait appel à des compétences particulières, si on veut pas que ce soit toujours les mêmes qui participent, etc., etc. C'est des outils, c'est des compétences, et on voit bien, hein, donc nous on a fait, voilà, on a beaucoup expérimenté durant ma carrière et c'était pas très satisfaisant avec des résultats qui étaient quand même assez peu satisfaisants. Ensuite on a eu les gilets jaunes qui sont arrivés et qui étaient quand même, il me semble, la volonté de dire on veut participer aux décisions, on veut être entendu. On sent qu'il y a un espace qui s'est créé entre les élites, entre guillemets, dans lesquelles on peut peut-être inclure les élus, moi j'en sais rien, et nous. Donc on s'est dit, il faut aussi qu'on rebondisse sur cet épisode des Gilets jaunes pour dire comment on réinvente des modalités de participation. Donc le deuxième objectif de la démarche, c'est définir le projet de territoire en lien PADD. Nous, on n'a fait qu'une seule et unique démarche. Et le deuxième élément de notre démarche, c'est comment on réinvente des modalités de participation. Comment on réinvente des espaces publics de débat démocratique, ce que faisaient peut-être avant les bistrots d'ailleurs. Dans nos villages, il y avait quand même beaucoup de bistrots, hein, où c'était quand même des lieux d'échange quotidiens. Et progressivement, ça a fermé, ou puis c'était mal vu, ou enfin, peu importe. Donc, il y a tous ces espaces publics de débat qui ont disparu, et nous, on s'est transformé progressivement en territoire dortoir. Hein, c'est aussi un des faits de notre collectivité. On est proche de la métropole, proche du sillon lorrain. Donc, les gens viennent travailler sur le sillon et viennent dormir chez nous. Et donc, et comment on pourrait redonner envie aux gens de venir reparticiper au débat public, de venir partager leurs idées, débattre de leurs idées pour éclairer les élus dans leurs décisions. Alors, si je t'écoute, pour toi, derrière participation, il y a venir participer à de débats publics. Est-ce que derrière participation, on peut imaginer effectivement associer ou pas et de quelle manière à la décision? Est-ce qu'on peut imaginer aussi collaborer avec ces experts de l'usage, avec ces citoyens qui peuvent aussi contribuer au diagnostic, qui peuvent contribuer à la compréhension, à la formulation d'enjeux très contextualisés, qui peuvent contribuer à la solution, à l'émergence de solutions. Voilà, juste comment on l'entend, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Hein, si on organise des débats pour éclairer la décision, si on organise des processus d'association à la décision, ou si on organise l'association des habitants au processus d'ingénierie, parce qu'ils peuvent contribuer. Voilà. Alors, tu pensais les associer à quel type de processus? Dans l'idéal, on souhaiterait s'appuyer sur leur expertise d'usage et sur parfois, par leur métier, des connaissances particulières qu'ils pourraient mettre à disposition de la collectivité, parce qu'on sait que les EPCI, notamment en milieu rural, nous, notre grosse difficulté, c'est l'ingénierie, c'est l'expertise. Bien sûr qu'on souhaiterait, dans un monde idéal, que des gens qui ont une expertise, une connaissance particulière, acceptent de donner de leur temps pour la vie de la cité, pour améliorer le bien-être de leurs concitoyens et aider les élus à construire et peut-être aussi à mettre en œuvre d'ailleurs leurs décisions. Bien sûr qu'on souhaiterait aller jusque-là, mais je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Malheureusement, vous entendez participation, participation. Les Gilets jaunes, on est un élément. On a eu Ségolène Royal en 2007 de mémoire. Il me semble qu'elle a construit quand même sa candidature à l'élection présidentielle sur la participation citoyenne. On voit bien que ça ne marche pas. Et nous, notre expérience... Excuse-moi Jean-Charles, est-ce que tu as vu l'expérience de Plombières?
parce que Plombières-les-Bains, donc on est en Lorraine, hein, on reste dans les territoires voisins, ils vont jusque-là. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que non seulement on peut les associer à la décision par des éléments divers et variés, on peut les associer au débat, mais on peut peut-être aussi, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, à considérer qu'ils étaient eux-mêmes experts dans le diagnostic, experts dans la conception de solutions, experts aussi dans la mise en œuvre, et qu'ils ont déjà construit leur projet politique comme ça, et puis ils commencent aussi à manager la commune sur certaines fonctions. Ouais, moi, ça, alors, moi, je trouve que c'est intéressant, mais moi, je veux voir la durabilité d'un tel modèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durabilité. Parce que moi, je ne stigmatise personne, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et vous demandez, on est à 2 ans, hein, du début de mandat. Je peux vous dire qu'il y a déjà énormément de conseillers municipaux qui sont déjà fatigués. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus en réunion. Vous questionnez les maires, hein, sur l'état d'esprit au sein de leur conseil. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont lâché l'affaire. Donc moi, après, si on mobilise l'expertise, il faut le faire dans la durée. Comment on le valorise, comment on le pérennise. On ne peut pas construire quelque chose sur quelqu'un qui de temps en temps peut donner un peu de temps. Ça ne fonctionne pas. Si on veut, nos commissions sont ouvertes à tous les habitants depuis 20 ans. Depuis 20 ans, hein. Donc les gens sont invités à participer, à construire le projet, à faire part de leur expertise, leur faire part des projets de solutions. Nous, ça fait longtemps, je pense qu'on s'y prend mal. Je pense qu'il faut être extrêmement humble. Et je pense que nous, on a une part énorme de responsabilité sur le fait qu'on n'arrive pas à mobiliser les gens sur le temps, où on a toujours les mêmes, les retraités ou les fonctionnaires de l'éducation nationale. Et le problème, où voilà, des gens et on n'arrive pas, c'est très très compliqué de mobiliser les gens parce que malgré la réduction du temps de travail, qui devait normalement, il me semble, donner plus de temps aux gens, il ne me semble pas, il faudrait questionner des élus s'ils étaient présents, que les gens donnent plus de temps à la collectivité. Il y a la vie de famille, il y a le travail, il y a les loisirs qui prennent, je pense, de plus en plus de place. Et la vie de la cité intéresse assez peu. Moi, je pense parce que ce n'est pas culturel encore en France. Je pense qu'on a un problème culturel avec la participation. Alors après, voilà, comment on l'organise de manière durable, comment on les reconnaît, je ne sais pas, est-ce qu'il faut des modes de reconnaissance particuliers pour que ça dure? Est-ce que quelqu'un qui va présenter une solution, il parle enfin, il y a le problème on est quand même en démocratie représentative, donc faut aussi trouver, savoir où on met le curseur. Je pense que les élus sont très attachés à leur fonction de représentation et où on met le curseur entre la participation, la représentation, jusqu'où on va, ça c'est un vaste débat. Et nous, c'est le débat qu'on aura au printemps lorsqu'on va clore cette démarche à partir du printemps de cette année. D'accord. Donc, il serait intéressant, effectivement, d'organiser un moment d'échange avec des collectivités qui expérimentent pour aborder cette question, notamment de la Tout à fait. Tout à du fait. modèle. Je le note, c'est certainement un point intéressant. Je pense que je pense qu'on a tous quand même, je trouve que l'université a quand même beaucoup changé dans ses enseignements et a mis la conduite de projet quand même maintenant au cœur, hein, des développeurs territoriaux. Et je pense que c'est extrêmement important. On apprend, moi je donne des cours à l'université, donc moi j'ai un cours conduite de projet sous l'angle du développement durable. Donc il est évident que moi j'essaye de sensibiliser mes étudiants au fait que la participation est importante pour aider à définir le besoin, déjà, et arrêter de se baser toujours sur des intuitions, de vraiment partir sur le besoin, et aussi sur la construction de la solution. La participation peut vraiment amener un plus, pas pour tous les projets, mais pour certains, la participation peut vraiment amener un plus au projet. Et qu'il ne faut pas hésiter à faire ça. Alors, on va demander justement à des jeunes compétences, hein, praticiennes, peut-être à Manon, déjà par rapport à tout ce qu'a exposé Jean-Charles et tout ce qu'il nous a partagé. Qu'est-ce que ça questionne? Qu'est-ce que vous avez envie de questionner ou d'interpeller? J'ai beaucoup aimé en fait Jean-Charles quand tu as parlé de la pérennité de la démarche, notamment dans l'engagement des citoyens et des citoyennes, d'avoir ça prend de l'énergie en fait cette mobilisation citoyenne et donc comment on fait concrètement pour que ce soit pas toujours les mêmes qui participent et du coup je me demandais en fait si tu avais des exemples de situations ou en tout cas de communes
qui pratiquent depuis longtemps des démarches citoyennes. Moi, en l'occurrence, l'exemple que je ressors toujours, c'est l'exemple de Kingersheim, qui est une commune de 13 000 habitants en Alsace, et qui, depuis 1989, a le même maire, Joe Spiegel, qui, au fur et à mesure de sa démarche, a vu en fait l'importance de la démarche participative citoyenne et a créé en 2006 en fait la maison de la citoyenneté, en partant du constat que aujourd'hui les collectivités mettaient énormément d'argent dans des établissements sportifs, dans des établissements scolaires, et qu'en fait il n'y avait aucun espace physique de concertation, d'accueil, de décision. Et donc je me demandais comment tu perçois ce genre de démarche? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle richesse est-ce que tu y vois? Il faut qu'on trouve un équilibre entre. Parce que tout à l'heure, je critiquais l'intuition. Néanmoins, l'intuition, c'est important. On dit les visionnaires. On demande quand même à nos élus d'être visionnaires. On leur demande quand même de nous amener quelque part. Et parfois, il y a des intuitions qui sont bonnes. Mais parfois, on peut peut-être les confirmer par de la participation. Et voir si ça correspond bien à un besoin. Ou il y a des gens, il y a aussi des élus qui ont une vision et qui vont construire un projet qui ne correspond pas forcément à un besoin actuel. Alors attention, le besoin, c'est pas la somme des demandes, hein. Ça, c'est comme une notion qui est extrêmement importante. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de nos élus sont plutôt obsédés à répondre à des demandes, alors qu'il faudrait prendre un certain temps pour plutôt voir quels sont les besoins derrière les demandes, etc., etc. Moi, on est très intéressé par toutes ces expériences. Moi, c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans cette démarche. C'est que le but, c'est d'échanger sur tout ce qu'on peut expérimenter. Moi, je suis persuadé que des métiers comme vous, et aujourd'hui, les universités et on est dans une place importante, les démarches de design des politiques publiques, qui sont quand même des designs où la participation est là pour co-construire un projet, une politique publique. Moi, ça me semble extrêmement intéressant. Nous, on est en train d'en mener une sur. On est en train de faire une expérimentation pour savoir, on est en train de reconfigurer. Nous, on a une vieille bibliothèque municipale avec des bénévoles, et c'est pas une critique, hein, de plus de 80 ans, avec des vieux livres pleins de poussière. Il me semble qu'aujourd'hui, les bibliothèques, ça doit être autre chose. Les besoins aujourd'hui de la jeunesse, notamment, si on veut leur redonner le goût de lire, c'est autre chose. Il faut multiplier les supports. Il y a les supports vidéo, il y a même les jeux vidéo. Enfin, il existe. Voilà. Donc le but, c'est, on est en train de, avec les bénévoles que je ne dénigre pas, hein, le livre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais on est en train de mener une démarche de design des politiques publiques expérimentales sur notre requalification de la bibliothèque, de la lecture publique. Et le but, c'est on en fait une action formation on forme aussi tous mes collègues des autres services qui ont participé pour voir la méthode de travail et pour voir si la méthode de travail, avec l'aide d'un facilitateur, hein, on a pris la tâche d'un facilitateur qui nous accompagne dans toute la méthodologie du projet. On va voir si le résultat de cette démarche et si la méthode globale qui est utilisée, on peut la transposer sur d'autres politiques publiques. Donc, on essaye, voilà, on expérimente. Là, on va parler de la tournée, ce qu'on a fait sur notre projet de territoire. Il y a du plus, il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. Et moi, je suis très intéressé par, bien sûr, le parangonnage de tout ce qui peut se faire dans d'autres collectivités. Moi, ça m'intéresse. Mais surtout sur la durabilité. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et je pense, d'ailleurs, et moi, et c'est pour ça que je vous disais que l'université devient, moi je trouve, répond de plus en plus à bien, c'est des métiers particuliers, c'est des compétences particulières, il faut les reconnaître comme telles. Et moi, je milite pour qu'on se dote de l'ingénierie, et ça sera la proposition que moi je ferai aux élus à la suite de notre démarche qu'on va clôturer dans les prochains mois, c'est de dire maintenant qu'il faut qu'on transforme l'essai, et il nous faut qu'on recrute une personne qui connaisse les techniques d'animation, les techniques de médiation, les techniques de design des politiques publiques, quelqu'un dont c'est le métier, qui maîtrise les outils pour rendre nos réunions beaucoup plus participatives, beaucoup plus intéressantes, pour qu'à la fin de nos réunions, on sorte avec du concret, que les gens se sentent écoutés et qu'ils sentent qu'ils aient participé au schmilblick. Et ça, je pense que c'est ça qui nous permettra de les garder. Et donc, on devra faire appel à des compétences particulières. Et je crois Ok. beaucoup au rôle de ces facilitateurs, de tous les outils numériques qui sont quand même exceptionnels, là, qu'on utilise aujourd'hui, qui pour moi vont vraiment dans le bon sens. Donc moi, je suis très demandeur d'expériences qui peuvent se passer à droite et à gauche. Et je pense que les collègues des autres communautés de communes, notamment l'intercommunalité, plus encore parce qu'on n'a pas de légitimité démocratique directe, je pense qu'on est obsédé par cette question de la légitimité de nos actions et de la participation. Voilà.
D'accord. Alors, de toute façon, on note bien cette idée aussi que, voilà, entre différentes collectivités, avec les différentes expériences, on a matière non seulement à conforter, à structurer, à modéliser des expériences, mais à interroger des pratiques, et que ce n'est pas seulement un fait politique, c'est aussi une modification de la pratique du projet. Justement, puisqu'on parle de pratique, Léa, vous aviez une question ou il y a quelque chose qui interpellait dans le propos de Jean-Charles? Oui, j'avais plusieurs choses. Déjà, le fait d'utiliser le PLU comme ciment pour créer du lien après la fusion, je trouve ça hyper intéressant. Et je fais un peu le lien avec ce que moi je vois dans ma Codecom qui a vécu une fusion exactement la même année. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant d'inclure les habitants pour créer un ciment, comme vous dites. Et je me demande, du coup, vous avez parlé du PADD et de la phase de participation dans le PADD. Est-ce que vous avez inclus aussi de la participation dans le diagnostic ou pas? Oui, oui. Ok. Et Oui. aussi la question entre donc le rapport entre les élus et les habitants. Est-ce que dans la démarche participative, vous avez mixé les élus avec les habitants ou est-ce que vous avez fait des choses complètement... Non, on voulait, alors, nous, on a voulu mixer, c'est-à-dire on voulait pas avoir une démarche vers les élus, une démarche vers les habitants. On a 700 conseillers municipaux, donc on a en plus une représentativité assez exceptionnelle, hein. On a 700 conseillers municipaux. Pour 20 000 habitants, c'est énorme. Donc on a quand même, on pourrait croire que les conseillers municipaux sont quand même assez représentatifs de la population. Moi, je ne le crois plus. Je ne le crois plus du tout. De moins en moins, en tout cas. Parce que je pense que pour boucler leur liste, nos maires ont dû aller chercher des gens qui n'avaient pas forcément envie de venir et qui aujourd'hui ne s'investissent pas du tout. Et on a voulu mixer les deux. Et ce qui est marrant, c'est que le résultat est que on a eu beaucoup plus de participation citoyenne et très très peu de participation des conseillers municipaux qui étaient aussi visés par cette démarche. Et puis ça, pour nous, c'est une très très grande déception. C'est une très très grande déception. Bon, là, sur la phase PADD, je pense qu'ils vont être, parce qu'on est en cours d'élaboration du PADD, de toute façon, on est obligé dans la procédure de les consulter. Donc, j'espère qu'il y aura plus de participation, mais dans la phase diagnostic, définition des grandes orientations, on a eu vraiment une très faible participation des élus communaux. Moi, j'ai du mal à m'expliquer. On a eu une réunion en comité exécutif il y a 15 jours. Certains pointaient l'émergence de conseillers municipaux, entre guillemets, alors je dis bien entre guillemets paresseux, hein, c'est le terme qui a été cité, c'est-à-dire voilà, qui ont été mis sur des listes parce qu'ils trouvaient personne pour boucler et qui aujourd'hui n'ont pas envie forcément de donner leur temps, dans le contexte sanitaire qui est le nôtre, hein, où tous les gens sont un peu sur les rotules, sont un peu énervés, donc ils n'ont pas forcément de temps à consacrer. Euh, oui, on est quand même vraiment, oui, on est déçu. On est déçu par la participation de nos habitants, mais il semble que même dans les conseils municipaux, les maires aient énormément de mal à les mobiliser. Donc c'est pas forcément. Alors l'intercommunalité, c'est encore plus loin. Puis entre-temps, on a eu la loi proximité engagement qui est venue un peu stigmatiser les EPCI. On a eu un repli communal où on a un discours de l'État qui nous dit, vous, les maires, vous êtes merveilleux. Mais les maires, quand ils sont en place, notamment les nouveaux, voient bien qu'ils n'ont plus les moyens de fonctionner parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie, parce que tout est compliqué, parce qu'aujourd'hui, voilà, pour monter des projets, il faut répondre à des appels à projets, il faut des projets de qualité, donc il faut de l'ingénierie. Ils n'ont pas les moyens. Et donc aujourd'hui, voilà, on leur dit, vous êtes super, vous êtes indispensable. Mais de l'autre côté, on ne leur donne pas les moyens de mettre en œuvre ce dont ils ont envie. Donc on est dans une phase un peu de frustration que l'on subit, nous, l'intercommunalité. Je pense qu'on est un peu le réceptacle de toutes ces frustrations. Et ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous le ressentez chez vous, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'on voit bien, et je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour monter des projets structurants sur les mobilités, sur le développement durable, sur les énergies renouvelables, il y a besoin de l'échelle intercommunale. La santé, on voit bien qu'il y a besoin de l'échelle intercommunale, qu'aujourd'hui, la commune ne correspond quasiment plus à rien. Euh, Avant, la commune avait du sens parce que vous naissiez, vous mariez, vous travailliez, vous mouriez quasiment dans un même espace. Donc ça avait du sens de concentrer toutes les décisions et les compétences au sein de cette même structure. Aujourd'hui, voilà, l'espace de vie des gens s'est développé au-delà de la commune, bien au-delà de la commune. Les réseaux sociaux y participent encore. Donc aujourd'hui, la pertinence de l'échelle communale en termes de centre de gestion de compétences qui répondent aux besoins des habitants, elle se pose. Il me semble qu'elle se pose. Donc voilà, les élus sentent que l'interco est indispensable, mais ils ont du mal
à s'y investir et à admettre qu'il faut s'y investir si on veut faire gagner le territoire, et il reste accroché à cette commune. Et je pense que les Gilets jaunes, la loi proximité engagement et le débat qu'a eu le président de la République directement avec les maires, notamment l'association des maires ruraux, n'a pas forcément facilité l'émergence ou enfin le fait intercommunal, quoi. Elle a plutôt re-questionné. Alors c'est bien de sur-questionner. On n'est pas parfait, hein. Moi je reste très attaché aux communes, hein. N'y voyez pas un discours anti-communal, loin de là. Je dis, faut se réinterroger. Il y a des compétences de proximité, ça doit rester dans les communes, mais les compétences plus larges, structurantes, doivent être déployées à l'échelle intercommunale. Et on est bien dans ce qu'on appelle le bloc communal, on est bien un couple. Mais parfois dans le couple, je trouve qu'il y a un des deux mariés qui est toujours un peu, qui a toujours la migraine, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je propose, là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble, c'est que là, maintenant, on focalise un petit peu plus et que on rentre dans la démarche que tu as impulsée, que tu as conduite, et je pense que tu as embauché quelqu'un pour la piloter, sans que vous ayez structuré votre retour d'expérience. Est-ce que tu peux quand même nous partager aujourd'hui quels sont, selon toi, les points clés dans cette conduite opérationnelle et les principaux résultats? Tu nous as déjà parlé de quelques limites, les points clés dans ce pilotage et les principaux résultats que tu relèves à cette étape de votre démarche. Le point clé, c'est la qualité de la chargée de mission que l'on a recrutée spécifiquement pour mener à bien cette mission. Il faut quelqu'un de formé aux techniques participatives, au design des politiques publiques, et il faut quelqu'un convaincu de l'intérêt de la participation, avec même un côté militant. Parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui ait la foi. Parce qu'elle va être confrontée, elle a été confrontée à énormément d'obstacles, et c'est sa foi dans le projet, dans la participation, qui lui a permis de surmonter les obstacles. Et je dis bien que les obstacles sont venus de nos élus qui n'ont pas forcément été emballés par la proposition, ou en tout cas ont été emballés au début, mais ils s'y sont très peu engagés. Et nous, on est peut-être fautifs aussi là-dessus. On verra que ça, c'est un point sur lequel on se questionne fortement sur notre propre responsabilité dans la méthodologie qui a fait qu'il y a eu très peu d'élus qui se sont investis, mais aussi des services. Je peux vous dire que les freins ne viennent pas que des élus, les freins peuvent venir aussi des services et même peut-être de moi-même. Parce que malheureusement, on est confronté à la gestion du quotidien. On est confronté à la gestion du quotidien. Je vous dis, on part pas de rien. Nous, le projet de territoire, c'est pas le début de notre aventure intercommunale. On avait plein d'autres projets, mes fameux plans qu'on avait définis ensemble et qu'on était en train de mettre en œuvre. Et la gestion du quotidien que fait parfois les collègues, et moi peut-être, je m'inclus dedans, n'avons pas aussi prêté peut-être assez de temps et d'attention pour travailler à ce projet. Et notre chargé de mission s'est souvent senti seul. Et moi, j'en porte naturellement une part de responsabilité. Et de sortir du quotidien, où on a des exigences par les administrés, enfin les usagers, par les élus qui attendent des résultats. Voilà, ça nous prend énormément de temps. Les problèmes de management du quotidien, vous connaissez, c'est chronophage, c'est énergivore, mais c'est indispensable. Ça fait partie de nos missions. Donc bien sûr qu'il faut faire. Mais prendre du temps pour travailler sur la mise en œuvre de cette démarche, la réfléchir, la mettre en œuvre, se projeter, essayer de se projeter, voilà, de respirer, de se projeter, de prendre du recul par rapport à notre quotidien, c'est compliqué. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce qui était prévu au départ. Et je pense que certains collègues n'ont toujours pas compris l'intérêt de cette démarche. Parce qu'on remettait aussi quelque part en cause leur expertise, puisque nous, on est les experts, hein. On est quand même payés pour ça, globalement. Et comme tu disais, Claudine, tout à l'heure, le partage de l'expertise avec la population, moi, j'ai certains collègues, c'est compliqué. Comme partager la décision des élus avec, dans le cadre d'une démarche participative. Il faut savoir où on met le curseur, et moi je sais qu'il y a encore du chemin à faire, hein. Moi je pense qu'on n'a pas gagné, hein. Je pense qu'on n'est qu'au début du chemin là. On est très très loin d'avoir gagné, je pense globalement, hein, parce que la culture française, la culture représentative, la monarchie républicaine qu'est la France, la tradition monarchique, fait qu'elle perdure, et que malgré les appels sans arrêt, et notamment les Gilets jaunes, j'en reviens encore dessus, mais qui demandaient à participer, moi je suis désolé, dans toutes les démarches participatives qu'on a mis après les Gilets jaunes, on n'en a eu aucun
qui est venu participer. Alors quand on leur donne la parole, ils ne viennent pas. Alors peut-être qu'on s'y prend mal, c'est peut-être nous qui ne. Moi, je me remets vraiment en cause, hein, je n'accuse absolument personne. C'est pour ça que je vous disais que c'est un métier tout ça, et que c'est très compliqué. Donc voilà, voilà, moi je trouve que le recrutement de ce qu'on appelait avant les agents, c'est quasiment les modèles des agents de développement d'il y a 20 ans. C'était des gens qui avaient la foi, qui ont construit l'intercommunalité à eux tout seuls. C'est-à-dire qu'ils menaient les projets de A à Z, du début du projet jusqu'à la fin, les finances, le marché public, la concertation, la consultation, la réalisation, les suivis de travaux, l'évaluation, l'inauguration. Avant, c'est ce qu'on appelait les fameux agents de développement. Et moi, je suis issu de cette culture d'agent de développement, parce que j'ai commencé comme agent de développement. Et il nous faut quelqu'un qui ait cette culture voilà, de la participation, qui y croit fondamentalement et qui maîtrise des outils. Et qui connaissent et qui sachent adapter les outils par rapport à l'objectif, à la population que l'on souhaite faire participer. Donc ça, pour moi, c'est Alors justement, important. qu'est-ce que tu as vu de différent qui a bien marché par rapport aux techniques de participation où on réunit les gens dans une salle, où on peut avoir des techniques d'animation? Alors là, Mais ça a bon, marché. Oui. Alors ce qui a marché, oui, c'est vraiment Alors nous, on était parti sur l'idée de remettre en place des coups à rail. Les Lorrains connaissent le coup à rail. Le coup à rail, c'est l'espace public qui était souvent matérialisé par les usoirs ou les places dans les villages. Dans nos villages lorrains, on a comme dans les villages rues, on a quand même beaucoup d'usoirs, hein. C'est l'espace public entre la voirie et l'habitation, où avant il y avait le bois ou le fumier, hein, que les agriculteurs mettaient, ce qu'on appelle les usoirs, ou les places publiques dans d'autres typologies de villages. On s'est dit, on va essayer de recréer artificiellement le temps d'une journée un coup à rail. C'est-à-dire, le but, c'est comment on peut faire venir des habitants de tout milieu, leur donner envie de venir participer à une journée. Alors déjà, voilà, ce qu'on a mis en place, c'est bien sûr des animations. J'allais dire, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais on a mis en place tout un tas d'animations avec les associations locales. Donc c'était aussi de manière très participative. On a fait participer les associations locales. Et en sachant que quand on fait participer les associations locales, ils ont des adhérents, ils ont des familles, ils ont des enfants. Et généralement, quand ils participent, ils amènent tout le monde. Donc il y avait aussi un objectif de dire si on associe les assos à notre démarche, on va aussi toucher peut-être plus de monde. Donc on avait mis en place tout un tas d'animations, des randonnées paysagères. Bon, ça c'était plus pour la partie PADD, diagnostic PADD, notre PLUI. On a mis en place voilà, des balades paysagères le matin. Il y avait des animations avec des stands la journée. Donc voilà, le but c'était d'attirer les gens par une animation, par quelque chose de ludique qui disent aux gens, bah tiens, je vais faire une sortie familiale et je vais y aller parce que les gosses vont pouvoir faire ci, vont pouvoir faire ça, faire du vélo. On a fait, enfin vraiment, les associations ont énormément participé à tout ce panel d'offres d'animation qu'on a mis en place et se dire, maintenant qu'on a les gens, comment on les fait participer à un débat public sur une thématique particulière. Et je pense qu'on a réussi, globalement, hein. Je pense qu'on a réussi sur les 5 journées qu'on a fait. On a eu 5, parce que nous, le PLUI a déterminé 5 sous-secteurs, parce qu'on a un territoire très très large. Et dans chaque sous-secteur, on a fait une place publique. Sur une thématique particulière. Il y a eu les services à la population, il y a eu les mobilités, le développement durable. Enfin, on avait choisi une place publique, une thématique. Et les animations tournaient autour de la thématique, hein. Il y avait quand même, le but c'était d'avoir du sens dans tout ça. Et pendant ces journées, on avait organisé un plateau radio, ce qu'on appelait un plateau radio, dans lequel c'était notre volonté de créer ce débat public. Donc on a embauché des animateurs, on a pris des sous-traitants, hein. On a eu bien sûr notre chargé de mission, mais on a utilisé l'atelier Java qui nous a organisé les ateliers, les plateaux radio. On a pris la tâche de citoyens et territoires, par exemple pour l'animation des balades paysagères. On a pris la tâche de compétences en matière d'animation. Vraiment. Et je redis ce que je disais au départ, c'est un métier et des compétences particulières. Nous, comme on ne les avait pas en interne, et la chargée de mission ne pouvait pas tout faire toute seule, on a sous-traité un certain nombre de prestations. Et ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que, et puis à la fin, il y avait une pièce de théâtre qui tournait autour de la participation et qui avait été montée exprès par une troupe de théâtre locale qu'on avait mandatée pour monter ce spectacle. Donc il y avait voilà, toute la journée,
Il y avait tout un tas un food truck, le midi bien sûr, et tous des produits locaux. Mais voilà, et ça a vraiment marché. Et on a senti que les gens, bon, on sortait du Covid, donc je pense qu'il y avait aussi l'aspect, on a envie de revoir du monde, qui a peut-être joué. Et surtout, on a eu 5 jours de beau temps. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une chance de dingue, c'est que nos 5 jours, on a eu le beau temps. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quels sont les résultats à ce jour, sans avoir totalement débriefé avec les participants, les élus, tes fonctionnaires, qu'est-ce qu'il en ressort de cette démarche je voulais par compléter rapport à une... Oui. Je voulais compléter mon propos sur l'objectif. C'était bien sûr recréer du débat public sur les thématiques intercommunales, pour nous aider à définir les orientations, pour savoir si la thématique qu'on avait mis, dans quel sens fallait plutôt aller, où il y avait des manques, où on était bon, on était moins bon. Préalablement à ça, quelques mois avant, un des objectifs de notre démarche est aussi de faire connaître la communauté de communes auprès des habitants, parce que vous ne pouvez pas leur demander de participer s'ils ne connaissent pas. Il faut que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information, sinon le débat n'est pas ne peut pas être très constructif. Donc plusieurs mois avant la tournée de l'automne, on avait fait tourner des expositions itinérantes sur les communes avec des panneaux de présentation de l'action intercommunale. Dans le jour des tournées, sur les thématiques, on avait une exposition qui expliquait tout ce qu'on faisait dans le domaine. Le but, c'était de demander pendant le plateau radio qui était animé, il y avait un vrai plateau radio du public, voilà, dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui va pas, où il faut aller, est-ce qu'on va pas assez loin, quel domaine on n'investit pas qu'il faudrait, où vous avez des besoins, etc., etc. Et ça a vraiment plutôt bien marché. Donc voilà, il y avait aussi, voilà, comme objectif dans la démarche, c'est important, parce que je vous disais, c'est bien de s'appuyer sur ces communes, mais généralement, les communes créent un filtre entre nous et la population. Et je pense qu'on a nécessité, et on est légitime à le faire, parce qu'on rend directement des politiques publiques au bénéfice de la population, de communiquer directement avec elle sur ce que l'on fait. Et un des grands objectifs de la tournée, c'était aussi de dire, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va dans le bon sens ou non? Sinon, vers quoi faut aller? Où sont les besoins qui ne sont pas aujourd'hui, soit par les communes, soit par l'intercommunalité, pourvus, etc., etc. Comment vous voyez le territoire dans 10, 15, 20 ans? Voilà, il y avait tout. Il y avait une démarche sur comment quel est le territoire idéal. Donc, tout ça, c'était par des dessins. Il y a eu des ateliers avec les enfants. Enfin, il y a eu tout un tas de choses que je ne peux pas vous décrire là, mais il y a eu énormément d'animations. On a essayé de faire participer un maximum de public. Les anciens, les enfants, les jeunes foyers. Il y avait des animations qui ciblaient toute une partie de ces publics pour que chacun se sente intéressé à participer à ces journées et notamment au débat public qui était sur le plateau radio. Alors, par rapport aux résultats, quels sont ceux que tu perçois déjà comme versables directement à ta démarche projet? Quels sont ceux qui sont des conséquences peut-être plus politiques sur cette notion de liant, de ciment, de l'interco? Est-ce qu'il y a des résultats aussi sur la posture des élus par rapport à ce type de démarche? Comment tu pourrais nous situer ta perception des résultats, là, maintenant, aujourd'hui? On est très satisfait. On sent, moi j'avais un doute là-dessus, moi je me posais la question sur est-ce que vraiment, on dit participation à tout bout de champ, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de participer? Est-ce que notre culture latine, ce n'est pas plutôt de dire, moi je te transfère la responsabilité, et quand je suis pas content, je te le fais savoir, je manifeste, je fais grève, je bloque les ronds-points, etc. Et je vote pas pour toi aux prochaines élections. Ça, c'est vraiment ancré, je pense, dans notre fonctionnement démocratique français, entre guillemets. Et moi, j'avais un doute sur l'effectivité de la demande sociale en termes de participation. Je vous jure. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une envie? Est-ce que les gens ne sont pas plus confortables à critiquer, comme tout bon français qu'on est? Et je m'inclus dedans, naturellement. On critique tout en France, on s'autocritique, on s'auto-flagelle, on dit quand on n'est pas content, mais quand on nous dit qu'est-ce que vous proposez, généralement, il n'y a pas grand-chose. On a, je crois, un des pays les plus dépressifs collectivement, mais un des plus heureux individuellement. Hein, ce qui est complètement paradoxal. Et donc là, on a quand même senti chez les gens, moi je trouve un intérêt, un intérêt à ce que faisait la communauté de communes, puisqu'on avait des agents qui étaient présents les journées-là, on tenait des stands, on répondait aux questions. On a senti un vrai intérêt
sur ce qu'on faisait, je peux vous dire qu'en tant qu'agent du service public, où on peut être traversé par des doutes profonds dans ce qu'on fait, parce qu'on est toujours soumis sous le feu de la critique de nos élus, de certains élus, pas de tous, hein, je ne veux pas stigmatiser, mais de nombre d'élus aigris. Je vous parlais de la frustration qui existait tout à l'heure entre ce que dit l'État sur le maire, la réalité de ce qu'il peut faire. Et moi, je peux vous dire que c'est très, très rassurant de sentir qu'au niveau de la population, ce qui, moi, me semble le plus important, on a eu une forme d'intérêt, une forme aussi de reconnaissance par rapport à l'action intercommunale. Donc ça nous a quelque part rassurés, et une envie de participer aux débats qui ont été organisés dans les plateaux radio. Je ne vais pas faire de conclusion sur les orientations, ça concerne notre territoire. Ce qui est intéressant, je pense, c'est la méthode. Globalement, on ne se plante pas. Si je résume les 5 journées qui ont été réalisées, on va dans la bonne direction. Sur certains domaines, on ne va pas assez loin. Il y a d'autres attentes sur d'autres. Et il y a quand même des domaines qu'on n'a encore pas explorés, où il y a une forte demande. Je prends l'exemple de la forêt. C'est un exemple qui est ressorti durant la tournée. C'est que les gens sont très inquiets de l'état sanitaire de nos forêts, qui constitue un élément du patrimoine des communes très important, un élément de ressources financières non négligeable, un élément paysager extrêmement important, et un élément écologique vraiment déterminant. Et on voit bien que depuis les dernières années, la forêt souffre, ça se voit visuellement, et les gens sont très inquiets. Donc là voilà, par exemple, c'est un exemple de domaine où nous, on n'a pas de compétences, mais sur lequel les habitants sont inquiets, nous ont exprimé leur volonté de trouver des solutions pour régénérer nos forêts, pour qu'elles soient plus résilientes par rapport au changement climatique. C'est un exemple très concret. Mais voilà, on a senti, ça nous a un peu, moi ça a un peu effacé, enfin gommé quelques hésitations que j'avais ou quelques questionnements que j'avais sur la réalité de la demande sociale de la participation. Et le fait de mettre en place des animations, c'est extrêmement important à l'extérieur, avec des phases de jeu, avec aussi des techniques d'animation innovantes, avec les outils numériques. Enfin, quand voilà, on peut arriver à intéresser les gens et à prendre un peu de leur temps. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement encourageant. Donc, ce que je vous dis, c'est pas révolutionnaire, hein. Ce qu'on a fait, c'est aucunement révolutionnaire. Par contre, ça nous a pris beaucoup de temps, ça nous a quand même mobilisé beaucoup de moyens humains et financiers. Parce qu'il faut payer tous les sous-traitants, les stands, enfin, c'était quand même un choix politique fort des élus, de s'engager dans cette démarche. Un budget, si j'ajoute le salaire, une partie du salaire de la charge de mission, on a à peu près 100 000 €. Donc, ce qui n'est pas une somme anodine. Après, nous, notre grande déception, c'est la très faible mobilisation des élus. Et ça, moi, je suis extrêmement inquiet par rapport au mandat, parce qu'on n'est qu'à 2 ans de mandat. Notre PLUI va durer encore 4 ans, donc c'est un marathon, un PLUI. Nous, on veut tirer les bénéfices de cette expérience pour transformer l'essai et la transformer peut-être annuellement. On a des demandes de dire qu'il faut le faire plus souvent. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit voilà, donc maintenant, il va falloir transformer l'essai et le faire, encore une fois, durer. Moi, je pense que ce n'est pas un one-shot. Si c'est qu'un one-shot, c'est un échec à 100 000 balles. Je veux dire que ça aura coûté cher pour le résultat qu'on a obtenu. Mais si on arrive, on va y arriver, à transformer l'essai et, entre guillemets, à institutionnaliser des modes participatifs comme celui-là, qui vont susciter de l'intérêt, qui ont enrichi le débat et qui ont éclairé le peu d'élus qui étaient là, ont trouvé ça extrêmement intéressant d'entendre l'avis de leurs concitoyens et parfois ont été surpris. Et ils ont remis en cause dans certaines certitudes ou intuitions. C'est le but quand même de la participation. Donc voilà, le but, c'est comment on va transformer tout ça. Donc ça va être un séminaire au printemps pour clore. Ça ne va pas clore la démarche, et on va faire le bilan. Donc on va définir les grandes orientations du territoire qu'on connaît à peu près. Et on ne s'est pas planté dans ce qu'on a fait depuis 2017. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Il y a d'autres domaines comme la forêt où il faut qu'on aille, donc il faut voir comment on va y aller. Et le deuxième élément de la démarche, c'est comment dans notre charte de gouvernance, puisqu'on a une charte de gouvernance au sein de la communauté de communes depuis 2018, avant même qu'elle soit dans la loi, proximité engagement, comment on adapte, comment on tire le profit de cette expérience et comment on l'inclut dans notre charte de gouvernance, dans notre processus décisionnel. Ça va être l'élément du séminaire
Donc, en fait, on est plutôt dans une phase de commencement. Et moi, je souhaite, c'est que derrière une révolution culturelle, mais elle sera lente, c'est de dire la participation, pas pour tout, mais il faut l'avoir comme étant un élément qui va apporter du plus et qui va permettre d'améliorer les décisions prises par nos élus. Et moi, j'insiste beaucoup aux élus. Quand un élu dit, bah, il faut faire une crèche. Voilà, dans ma campagne, je me suis engagé à faire une crèche. Moi, la question que je lui pose chaque fois, je lui dis, mais est-ce que ça correspond à un vrai besoin? Et je pense que pour définir le besoin, il nous faut le faire de manière participative, puisque les usagers sont les premiers à exprimer le besoin. Et on ne peut plus se baser que sur l'intuition de quelques élus qui sont de moins en moins représentatifs. Si on regarde les catégories socio-professionnelles et les profils des conseillers municipaux, on voit bien qu'il y a quand même un écart entre la réalité et la population que l'on sert. Ok, donc on voit bien que l'expérience que tu as conduite, elle était vraiment sur recréer des espaces de débat et de dialogue, à la fois pour pour tester un peu la perception du fait communautaire, si je puis dire, et en même temps travailler la compréhension, l'éclairage des besoins Et, au-delà des demandes. Hein. et sensibiliser les questions et sensibiliser les élus à l'intérêt de la Voilà, et participation, parce que tous ne sont pas du tout convaincus, très tout à loin s'en fait. faut. Et donc là, je vous jure, le peu d'élus qui ont participé ont fait des retours extrêmement positifs et nous ont demandé de réfléchir à poursuivre cette démarche. Et ça va être le but de notre séminaire du printemps. Alors, je vais faire une pause là pour voir si du côté de Léa et Manon, il y a des questions. Mathilde, est-ce qu'on a aussi du rapport d'étonnement ou du questionnement de la part des participants? Non, on n'a pas de rapport d'étonnement. Voilà, donc ce que dit Jean-Charles résonne totalement. Manon, est-ce que ce point sur les différentes étapes, sur le fait où on voit bien que l'action se situe sur une participation, la création d'espaces de débat, sur éclairer le besoin, sur voilà, faire rééclairer la vision de l'élu et sa représentation. Hein, on est bien là, on n'est pas forcément dans le co-design, on n'est pas dans le processus décisionnel. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de questionner Jean-Charles ou d'apporter quelque chose aux réflexions et à l'expérience de Jean-Charles? Moi, c'est plutôt une réaction surprise, comme quand tu parles en fait des élus qui finalement ne sont pas énormément mobilisés. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup questionné, surtout quand tu as mis autant de moyens financiers et à la fois humains. Et en même temps, quand tu parles de ce que ça a permis et de ce que ça a ouvert comme champ des possibles vis-à-vis des habitants et des habitantes du territoire, bah, je trouve que ça offre une vraie vision de, bah, voilà, quand je peux ouvrir, les questionnements, dans un espace public que tu as créé, bah, voilà, je peux détecter, cette façon d'être concerné, par exemple, sur les enjeux des forêts et moi, je trouve que ton expérience est très riche. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et je voulais savoir aussi, quelles étaient les démarches que tu avais entrepris pour faire connaître la Comcom à tes habitants et tes habitantes? Aujourd'hui, moi, typiquement, j'habite le pays du Saintois. Le pays du Saintois, aujourd'hui, ma Comcom, je n'ai littéralement aucune relation avec elle et pourtant ça fait pas défaut, genre, j'aimerais vraiment pouvoir m'engager. Et donc qu'est-ce que toi, tu fais sur ton territoire pour avoir cette connexion-là avec tes habitants et tes habitantes? Bah, je pense que la démarche qu'on vient de mettre en œuvre a créé une connexion, hein. J'espère que le but, c'est de la faire durer et de la croître, hein, on a fait 5 places publiques, donc on a touché 5 communes, même s'il y a des gens d'autour qui sont venus, mais le but, c'est de toucher plus d'habitants. Bon, bon, nous, on ouvre nos commissions à tous les habitants, donc on a dans notre magazine, sur notre site internet, les gens peuvent s'inscrire. On fait toujours, on appelle nos citoyens quand on a des réunions à y participer, mais bon, ça c'est vieille école, hein. Moi je pense que ça marche plus, ça ne marche pas, parce que les gens n'ont pas le temps, et puis de moins en moins de gens lisent la presse. Nous on utilise beaucoup Facebook, hein. Nous on a un compte Facebook, on a quasi 2900 abonnés pour 8000 foyers, donc on en plus un taux de pénétration qui est quand même pas mal du tout. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours un peu négligé moi je suis à l'intercommunalité depuis le début de ma carrière. Moi, je ne suis pas pour la création d'une identité intercommunale. Je trouve que ça n'a pas de sens. L'identité, elle est communale.
Et il n'y a pas de raison que ça change, ou en tout cas à court terme. L'identité, elle est communale. Donc moi, dans un monde idéal, moi j'aurais souhaité que nous, on ne communique jamais, mais que ce soit les communes qui communiquent sur l'action intercommunale à laquelle elles participent, institutionnellement parlant. Puisque ceux qui votent chez nous, c'est quand même les conseillers municipaux qui siègent dans les conseils municipaux. Mais ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, on a un écran avec une espèce de rétrécissement ou de repli sur soi, où, voilà, où parfois certains nous voient encore comme l'ennemi de la commune. Hein. Je suis sûr que ça existe encore. Alors que moi, je leur dis, mais sans l'intercommunalité, les communes n'existeraient plus depuis bien longtemps. Et j'espère qu'ils, mais c'est très très compliqué. Il y a un rapport français avec la commune qui est exacerbé par le gouvernement dans des discours qu'on pourrait presque qualifier de populistes, hein, en les érigeant comme les sentinelles de la République. C'est vrai. Moi, j'ai énormément de respect pour les communes. Et c'est pour ça que moi, je suis pour l'identité communale, mais pas, moi, je suis pas pour créer une identité communautaire. Donc, pendant longtemps, je disais, on n'a pas à communiquer, on a à rendre des services, et c'est aux communes de valoriser ce qu'on fait. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Comme on prélève l'impôt, il faut bien qu'on rende des comptes quand même à nos concitoyens. Donc là, on a quand même, nous, beaucoup développé la communication, magazine. Là, on vient d'adhérer à l'application Intramuros, qui nous permet d'avoir une application directement avec les citoyens volontaires et nos communes. On a payé l'application à nos communes pour qu'ils y adhèrent gratuitement. Donc, voilà, et je pense que ça va être des outils aussi participatifs demain, cette application Intramuros. Nous, on la voit aussi comme un vecteur d'information commune, habitants, intercommunalité, habitants, intercommunalité avec ses communes et entre communes. C'est vraiment plutôt bien fait. Hein. C'est l'Association des maires de Meurthe-et-Moselle qui la vend, et c'est plutôt pas mal. Et le but, c'est de dire comment demain on utilise Intramuros pour donner de l'info, mais il n'y a pas que ça. Demain, pour créer peut-être des outils participatifs, efficaces, performants, rapides, où les gens pourront s'exprimer sur telle ou telle question. Là, notamment, on est en train d'élaborer notre PCAET, plan climat, air, énergie, territorial. Le but, c'est quand même, je pense que l'écologie, ça concerne tout le monde. Le but, c'est de rendre notre PCAET le plus participatif possible pour déjà sensibiliser nos habitants à la question écologique, de dire que l'écologie, parce qu'en bon français, nous sommes, l'écologie, c'est bien, mais chez les autres, naturellement. Moi, je suis d'accord pour qu'ils aient des éoliennes, mais pas chez moi. Bon, c'est tellement français. Et je suis français, donc je m'inclus dedans, hein, dans cette mentalité, naturellement. Mais voilà, le but, c'est comment demain, on va servir de cette expérience pour comment aussi on permet aux habitants de co-construire le PCAET avec les élus. Parce que moi, je trouve, on a quand même, moi, j'ai quand même, bon, après, c'est un avis personnel hein, que j'aimais, mais on a quand même l'âge de moyen de nos élus et pas et relativement âgé, et ils viennent comme d'une génération des baby-boomers qui ont tout eu. C'est la génération bénie hein, de l'histoire quasi de l'humanité, qui a le plus eu, qui a le plus abîmé l'environnement, mais qui a le plus bénéficié de la sécurité. Enfin, bon, bref. Et donc, ils n'ont pas connu forcément des problèmes de mobilité à leur époque. À l'époque, un seul salaire suffisait à nourrir toute une famille. Maintenant, aujourd'hui, il faut 2 salaires. Donc, c'est très compliqué pour les questions de mobilité des enfants les mercredis. Donc, parfois, je trouve qu'il y a un décalage entre il y a parfois un décalage générationnel, hein, c'est ce qu'il faut dire. Donc la participation peut venir aussi atténuer ça, éclairer les élus en disant bah oui, moi ce que j'ai vécu il y a 40 ans, bah, c'est peut-être plus la vérité aujourd'hui. Et ça c'est important. Je dis pas qu'ils connaissent pas leurs gens, hein, c'est pas du tout. Mais je trouve que sur certaines questions, parfois ils se rendent pas compte de la réalité de l'évolution de la société. Mais je comprends, ça change tellement vite. Je les stigmatise vraiment pas. J'ai énormément de respect pour eux, pour les fonctions qu'ils assument au quotidien et qui permettent le maintien de cette cohésion du territoire. Merci Jean-Charles. Léa, est-ce qu'il y a un élément d'étonnement ou un questionnement? En plus vous êtes native de ce territoire de vie, en tout cas. Oui, déjà, c'est ça que je voulais parler en premier. Moi, j'ai remarqué en fait votre communication sur la tournée. Et en fait, moi, je suis pas originaire de votre Comcom, mais juste à la frontière de Meuse, donc mon bassin de vie est chez vous. Et c'est vrai que grâce à les panneaux que vous avez affichés dans les villages, en fait, ça a donné envie de venir participer. Ça a attiré la curiosité par les couleurs que vous avez utilisées, par le type d'infographie, en fait. Donc, je trouve que ça, vous en avez pas forcément parlé, mais je trouve que c'est un truc On a externalisé ici, vous avez raison, c'était un élément important. Nous, on n'avait pas les compétences en interne.
Et c'était un élément important de réussite de la démarche, hein, tout à fait. Et on a externalisé, on a eu recours à des compétences particulières pour donner l'envie d'avoir envie, oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc ça, ouais, je trouve que c'est un point qui était pas mal. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, on se rend compte dans votre discours que tous les territoires, enfin, du coup, je pense lorrains, mais même d'autres, ont les mêmes soucis, parce que tous les soucis que vous avez évoqués, là, le décalage entre les élus et les habitants, le problème de méconnaissance des habitants de la Comcom, le problème de communication de ce que fait la Comcom, c'est des choses que moi, j'ai relevées en rencontrant les acteurs de mon territoire. Et du coup, je trouve qu'il faudrait plus, je crois qu'on va en parler après, mais plus communiquer entre territoires pour montrer que des choses sont possibles et que ça marche, parce que vous, ce que vous avez fait, je trouve ça génial. Et vous avez tiré pas mal pas mal d'avantages et de choses à approfondir. Donc, ouais, je pense il faut réussir à partager ça aux territoires alentours. Tout à fait. Non, mais je pense que toutes les expériences sont bonnes. Nous, il y a du plus, il y a du moins. Sur les élus, on s'est planté. Moi, les services ne se sont pas assez mobilisés. J'ai une part de responsabilité. On n'est qu'au début de la démarche, parce que le but maintenant, c'est comment on transforme l'essai. Donc, on n'est qu'au milieu du gué. Moi, je crie pas, je fais pas cocorico. Je veux dire que voilà, le coût est quand même assez exorbitant. Ça pose question. Bon, on a eu beaucoup de financement. On a eu du FNADT, et du département sur la démarche. On a acheté une camionnette qui pollue à mort, ça doit être du 15 litres au 100, un tube, comme on appelle. Mais là, on va y installer un moteur électrique, mais on va le garder. Le but, c'est nous, on va le garder pour notre espace France Service, pour aller auprès des citoyens, apporter tous les services qu'on peut rendre, et on va s'en servir pour la suite, naturellement. Donc, dans les 100 000, il y a au moins 20 ou 30 000 de camionnettes, mais ça, on va la garder. Donc, c'est aussi un investissement. C'est pas, mais ça a un coût. Moi, je trouve. Voilà, par rapport, le coût me paraît comme trop important par rapport au résultat qui quand même, qui est en demi-teinte, plutôt bénéfique auprès des habitants, mais alors auprès des élus, on s'est quand même pris une sacrée claque, et on a une part de responsabilité, on a tous une part de responsabilité. Et nous, ça va être l'introspection du printemps, c'est pourquoi ça n'a pas marché auprès des élus. Moi, je pense notre faute. Le péché originel, ça a été le pilotage de la démarche qui aurait dû être plus large et plus partagé par les élus. Et vu le Covid, vu la situation sanitaire, vu les reports maintes fois qu'on a dû faire, c'était très très compliqué, parce que la période n'était vraiment pas la bonne. Le comité de pilotage s'est très très peu réuni. Donc moi je pense que nous on a une part très importante de responsabilité dans le manque de mobilisation des élus. Moi, je ne veux pas les affubler de tous les maux du monde. Loin de là, c'est des gens qui donnent de leur temps bénévoles, qui chez nous sont quasiment pas indemnisés, à part les maires et les quelques adjoints. Et c'est des gens qui donnent déjà beaucoup de leur temps pour leur commune. Et je pense qu'on là-dessus, on n'a pas été bon pour créer la dynamique politique pour les inviter à participer. Alors, on est. Oui, allez-y, Léa, pardon. Non, je voulais juste dire que même s'il y a des choses que vous pouvez qualifier comme négatives ou plus d'échecs, c'est quand même des choses qui seraient à partager et qui Oui, peuvent être enrichies par d'autres territoires et des échanges. on apprend plus souvent de nos échecs que de nos réussites. Je pense que nous, on va en tirer vraiment. Voilà, ça questionne sur le pilotage du projet. Et j'ai hâte de voir l'introspection collective. Et on fera un questionnaire avant le séminaire. On est en train de le préparer. Pourquoi ils ne se sont pas mobilisés? Moi, je veux le savoir. Ça m'intéresse et je pense qu'on a une part de responsabilité. Alors, avant l'introspection collective et l'analyse collective, pour conclure, presque, on est à 57. Toi, Jean-Charles, en tant que DG, tu as envie de poursuivre l'expérience, d'aller jusqu'où, d'aller un peu plus loin. Voilà, comment tu as envie de prolonger l'essai, si je puis dire? Toi, Jean-Charles, avant le séminaire, avant la vie des élus, avant l'interaction avec tes collègues, etc. Toi, déjà, en tant que DG, et toi, Jean-Charles, avec qui tu es? Moi, je vais proposer, aux élus, le recrutement d'un agent dédié à ces démarches participatives, un agent de développement. Moi, ce que j'appelle l'agent de développement, mais avec des compétences particulières. C'est facilitateur. Je mets ce terme, agitateur, facilitateur. Je trouve que c'est des termes qui me paraissent extrêmement appropriés, qui sera mis à disposition de la communauté de communes pour nous aider pour améliorer la conduite de nos projets.
inclure dans tous nos projets, c'est de définir la participation la plus pertinente possible. Parfois, tous les projets ne seront pas adéquats avec la participation. Hein. Il faut pas, moi, je ne suis pas un ayatollah de la participation. Je dis, il faut utiliser la participation quand ça va apporter un plus, quand ça va apporter une plus-value. Sinon, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie et du temps, alors que c'est déjà décidé, etc. etc. Et qui sera aussi à disposition des communes, parce que l'intérêt, c'est de dire, voilà, bon, il y a l'interco, nous, on est toujours critiqués, hein, on fait un peu de travers, hein, on va s'en prendre plein, hein, je pense que les collègues connaissent ça par cœur, mais de dire aussi aux communes, vous aussi, dans vos projets communaux, impliquez votre population et sortez de ce que vous faisiez auparavant. Et le but, c'est aussi d'infuser tout ça pour que ça devienne culturel sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a une habitude, une acculturation de la participation à l'échelle communale et intercommunale. Moi, j'adore cette notion de bloc communal. Hein. On fait partie du bloc communal. Et ça, moi, j'y tiens énormément. Donc, moi, je vais proposer ça. Je pense que ça va être un élément. Après, je pense que on va proposer de renouveler cette expérience, même si c'est chronophage, mais au moins une fois par an, peut-être pas sur 5 places publiques, mais au moins sur une qui tournerait. Donc ça nous fera 48 ans. On a 48 ans devant nous pour aller dans toutes les communes, de continuer l'expérience, de mobiliser les associations et de créer un temps un peu festif, mais aussi qui permette de débattre sereinement. Moi, je pense que la France est comme un pays de débatteurs, un pays d'idées, merde, historiquement parlant. Hein. Et je trouve qu'on a perdu cette envie et que c'est les réseaux sociaux qui ont remplacé ça de manière pas toujours fort pertinente et intéressante. Ça peut, moi je ne suis pas contre les réseaux sociaux, hein, mais je pense qu'il faut aussi revenir à ces modes de débat public et à recréer les conditions de débat serein qui évitent les fake news, les invectives, les postures tout ce qu'on peut voir, les complotismes et compagnie. Et je pense que le but, ça serait au moins minimum une fois par an recréer un événement qui tournerait dans la communauté de communes sur des thématiques particulières qui préoccupent les élus ou pourraient ajuster peut-être certaines politiques publiques. On va aussi développer avec les outils numériques l'évaluation des politiques publiques. Nous, ça, c'est le projet 2022 avec le développement d'Intramuros, je vous disais, avec nous, on a un plan numérique, on va se servir de tout, on a un conseiller numérique, on va se servir de tout cela pour aussi mettre en place des procédures rapides, efficaces, d'évaluation permanente des politiques publiques, de certaines politiques publiques, on ne fera pas tout, mais sur des procédures simples, où nous, parce qu'on a malheureusement à évaluer, ça prend du temps. Alors, puis si on passe plus de temps à évaluer qu'à faire, après on devient totalement schizophrène. On n'est plus dans notre mission qui est de quand même créer, mettre en place des services. Mais nous, on passe pas assez de temps sur l'évaluation. Donc moi, ça me fait aussi dire qu'il faut qu'on améliore l'évaluation des politiques publiques et qu'on communique mieux auprès de nos habitants pour qu'ils aient vraiment une connaissance plus régulière de ce qui se fait à l'échelle intercommunale, quitte à squeezer les conseils municipaux. Donc vraiment à créer un lien directement avec nos habitants et quitte à squeezer les conseils municipaux. Merci Jean-Charles. Alors on va devoir temporairement conclure cet échange, mais si j'écoute Manon, Léa et je t'écoute Jean-Charles, je pense qu'il y a matière à continuer ce travail d'échange d'expériences entre territoires, cet échange d'expériences aussi sur les différentes dimensions qu'on peut avoir, que ce soit sur l'ouverture du processus de décision, que ce soit sur l'expérience que tu as présentée sur ces espaces de débat qui vont venir clarifier les besoins, éclairer les élus, etc., sur ces notions de co-design que tu esquissais aussi tout à l'heure. Donc, on va voir, on va tirer les fils. On sent dans ce que tu dis aussi qu'il y a des métiers spécifiques, mais ça transforme peut-être aussi globalement, et tu le disais en introduction presque, le métier des cadres territoriaux, hein, chacun des experts et des cadres territoriaux. Voilà, ça mériterait certainement d'aller un peu plus loin. Est-ce que Manon, Léa, vous souhaiteriez dire un petit mot en ouverture finalement, parce qu'on ne va pas fermer le sujet avant que Jean-Charles ne le fasse? Manon? Déjà, avant tout, j'avais envie de dire merci pour ce partage d'expérience, parce que moi, ça me montre, en tout cas, en tant qu'experte, mais aussi surtout avant, en tant que citoyenne, qu'il y a des personnes, des cadres territoriaux
qui sont intéressés par cette question de la démocratie participative et surtout, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, pas mettre de la démocratie participative parce que c'est un peu dans l'air du temps et surtout pas perdre du temps à faire de la démocratie participative là où il n'y en a pas besoin et donc pas perdre de l'énergie. Donc, oui, merci pour ce rappel pour tout le monde à transmettre on ne fait pas de la démocratie participative pour le plaisir, on le fait là où il y en a besoin parce que sinon c'est beaucoup trop énergivore. Merci Manon. Léa, un petit point, un petit élément d'ouverture? Oui, bah, de la même façon, merci beaucoup d'avoir partagé toute votre expérience. Moi, je dirais que ça m'a donné espoir pour ce que j'ai à conduire sur mon territoire. Ça montre que des choses sont possibles et qu'il y a des choses qui fonctionnent, donc c'est vraiment sympa. Et oui, moi, j'aurais envie de continuer encore cette discussion pendant un bout de temps, donc oui, je serais ravie de continuer ça à un autre moment, pourquoi pas. Je pense que ça nous questionne sur le fonctionnement de la démocratie locale. Donc c'est quand même un débat qui est beaucoup plus vaste. En tout cas, nous, ça nous questionne sur le fonctionnement. Et je pense qu'on est quand même au bout d'un système. On est au bout d'un système. On ne peut plus continuer à fonctionner comme les communes fonctionnaient il y a 20 ou 30 ans. La raréfaction de la ressource, l'exigence, la complexification de l'environnement territorial, l'émergence du fait intercommunal, le besoin d'ingénierie. C'est pas pour faire suer le monde, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a moins d'argent, il faut mieux l'utiliser, donc il faut monter des meilleurs projets qui répondent à la réalité des besoins. Donc je pense qu'on est quand même, pour moi, tout ce qu'on vient de se dire questionne quand même sur le fonctionnement de la démocratie locale. Moi, je sens qu'on est au bout d'un système et qu'il faut en réinventer un. Je ne sais pas, sur les communes nouvelles, sur l'interco, sur changer le mode d'élection changer le mode d'élection des délégués communautaires, que sais-je encore, institutionnaliser la participation, mais je ne sais pas si c'est une solution. Comment on éclaire comment on développe la citoyenneté, comment on donne l'envie d'avoir envie. Enfin, je trouve que ça nous questionne vraiment sur le fonctionnement de la démocratie locale. Moi, je suis assez inquiet sur son évolution. Tu es à la fois inquiet sur l'évolution et tu es très Et rempli optimiste. d'espoir, parce qu'il y a plein voilà, de sur le possible monde nouveau auquel tu as envie de contribuer. Donc voilà, on terminera sur cette note, comment on va continuer sur cette question de réinventer une manière nouvelle peut-être de faire le territoire, de développer des projets collectifs. Mais il est aujourd'hui 19h06, donc merci Jean-Charles. Merci Manon, merci Léa, merci Corentin, merci Mathilde, merci à tous ceux qui ont participé et à tout bientôt pour poursuivre l'action, mettre cette énergie au service de beaux projets. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci, bonne bonne soirée. Ciao, bonsoir.